mopati na Shamo Batman Mase mubia na mopati Fali zala mayele Yuda teka Yesu Identité Yuda teka Yesu Ezala fali kotonda na bango Yuda teka Yesu. Il y a cette constitution a subi des épreuves de fait. Ce qui amène déjà, et là je prends Adamou à témoin, lorsque vous aviez organisé le séminaire sur la décentralisation, vous aviez déjà demandé le texte. Et après, il y avait le président de la Cour suprême aussi, qui a écrit aux deux chambres pour dire que quand bien même cette constitution est très avancée par rapport au système judiciaire au Tchad, il a vanté même cette constitution, mais il a dit qu'il faut quand même réviser cette constitution pour permettre aux citoyens de saisir directement et de manière constitutionnelle la Cour suprême sur des sujets qui concernent le fonctionnement de la justice. Et il n'y a pas très longtemps, les partis politiques sont venus nous conforter dans notre position en faisant une déclaration, en demandant la révision de cette constitution. Et nous, en tant que parlementaires, porteurs de l'expression populaire du peuple, nous ne pourrons pas rester sourds. Nous ne pourrons pas fermer les yeux sur les gémissements des acteurs politiques, les gémissements des populations, les gémissements des gouvernés et des gouvernants. C'est pour cela que nous nous sommes saisis de notre droit constitutionnel qui nous autorise à faire la révision de la Constitution, et c'était prévu effectivement à l'article 280, c'est très clair. Donc nous nous sommes autosaisis de notre droit de révision constitutionnelle, puisque cette initiative appartient concurremment au président de la République et aux 2 tiers des membres du Parlement. Donc voilà, globalement, puisque c'est des gémissements, donc nous répondons aux gémissements des acteurs politiques, aux gémissements des populations, tout simplement. C'est une réponse aux gémissements des acteurs politiques et de la population. Mais avant de remettre la parole aux autres, de pouvoir aussi contribuer, je voudrais aussi, encore une fois de plus, rester avec vous, docteur Jacques. Quel bilan faites-vous? Est-ce que, après un an d'exercice, est-ce que cette question est aujourd'hui une urgence pour l'heure? C'est même plus qu'une urgence, puisque le président de la République a été élu sur un programme et il s'est beaucoup engagé devant le peuple. Il a fait des promesses aux populations et il a l'obligation de répondre à tous les espoirs placés en lui. Et lorsque on constate, lorsqu'on relève les obstacles qui compromettent la mise en œuvre de son programme, il est évident de les relever. Et d'ailleurs, quand vous dites que c'est urgent, je vais vous dire que je connais un pays qui est pratiquement l'une des vieilles démocraties. Ce pays a révisé 25 fois sa constitution en 66 ans. Ça veut dire que la constitution a été révisée chaque 2 ans ici, pendant 66 ans. Alors je voudrais... Je ne sais pas pourquoi l'urgence va sortir d'où. L'urgence, qu'est-ce qui peut être plus urgent que lorsque des handicaps compromettent la mise en œuvre des politiques
au bénéfice de toute une nation. Ok, alors je voudrais aussi m'adresser à M. Zian Saint-Léon. Vous êtes le représentant, vous êtes membre du bureau exécutif du parti RNDT Le Réveil. Il semble que c'est la voix des partis politiques. Reconnaissez-vous dans ces partis-là, et vous êtes aussi venu apporter un peu des éléments, des plaintes pour conduire la majorité à pouvoir un peu réagir dans ce sens? Ou bien quelle est la lecture que vous faites? Alors, ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons suivi avec beaucoup d'attention les arguments avancés par le représentant du parti au pouvoir ici. J'ai pris le temps de prendre de bonnes notes. Je ne vais pas peut-être revenir dessus parce que tout le monde a suivi. Nous, opposition démocratique, comme vous l'avez si bien dit, je suis membre du bureau exécutif du RNDT Le Réveil, qui, je le rappelle, aura d'ici 2 jours 29 ans d'existence. 29 ans d'existence dans la sphère politique au théâtre, c'est pas rien du tout. C'est quand même 29 ans de combat aux côtés du peuple tchadien pour défendre la démocratie, pour œuvrer pour l'unité nationale et surtout œuvrer pour la justice sociale. Ce projet de révision qui est sur la table aujourd'hui, je pense que nous avons eu d'autres occasions d'apporter notre riposte en réalité. Comme vous l'avez dit au début, ce n'est pas pour soutenir. Donc nous vous disons clairement que nous ne sommes pas de ces partis-là qui ont signé une forme de pétition qui demande l'urgence de la modification technique de cette constitution. Nous, aujourd'hui, au-delà de RNDT Le Réveil, nous représentons aujourd'hui l'opposition démocratique au Tchad. Cette opposition-là, qui n'est pas d'accord avec ces projets, qui est dénommée révision technique. Pour nous, il faut le dire clairement, il ne s'agit pas d'une révision technique, c'est une répression politique. Comme dans son intervention, on l'a si bien suivi, une constitution à peine adoptée, mais de quelle manière? Il faut le dire peut-être aussi, parce que nous, au sein de RNDT, nous l'avons boycotté. Les arguments étaient avancés, on ne va plus revenir dessus. Mais malgré cela, nous avons eu l'occasion de dire, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, la chose publique passe avant tout. Vous avez fait passer la Constitution, mais nous allons mieux la défendre que quiconque. Et voilà. Ceux-là qui ont tout fait pour la faire passer, en quelques mois, se rendent compte qu'il y a eu beaucoup d'incohérences, tel que ça a été cité ici. À peine une année et quelques, on dit qu'il y a eu beaucoup d'incohérences. Ça signifie que même le processus de sa rédaction d'abord, n'a pas été lucide peut-être à notre sens. Sinon, comment comprendre que on force l'adoption d'une constitution, qu'on affecte le vote au peuple, et quelques mois seulement après, on dit que non, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'incohérences. Nous voulons tenir compte de l'aspiration du peuple tchadien. Mais de quoi on parle au juste? On est perdu. On est perdu. Je pense que la réponse est dans l'intervention qui est là. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette modification qui est précipitée, prématurée? Et ici, c'est un peu les mobiles. Il y a eu les institutions qui ont déploré des incohérences quand ils se sont mis à l'adopter, des partis politiques qui ont signé des pétitions, mais lesquelles? Est-ce qu'on ne fait pas allusion aux 100 partis qui seraient en train de soutenir aussi cette allusion à quel parti? Les partis de Tchad Unis, c'est ça? Peut-être que... Quel parti? Il faut qu'ils nous disent. Peut-être tellement ça doit être que ça. Donc, tout compte fait, les arguments qui sont avancés ne tiennent pas. Ça dénote d'une forme de légèreté dans la gestion de la chose publique. Quand on va prendre, jusqu'à prendre l'exemple d'un pays qui a révisé, c'est pas 25 fois sa constitution en une soixantaine d'années. Prenons de bons exemples. Essayons d'avancer de manière cohérente. Le peuple nous écoute. Ce projet aujourd'hui ne doit pas être d'actualité. Les Tchadiens attendent mieux que ça.
de nos jours. Des jeunes n'ont pas d'emploi. Les infrastructures de base sont abandonnées. Nous avons le problème d'insécurité. Autant de choses. Au lieu donc de s'attaquer à ces problèmes-là, pour le bien-être de la population tchadienne, mais on veut encore investir dans un projet jusqu'aujourd'hui qui peine à être justifié. Donc nous, au sein de l'opposition démocratique, nous ne nous retrouvons pas dans ces projets et estimons qu'au stade actuel, ce n'est pas la priorité pour le peuple tchadien. Ce n'est ni une urgence. Même pas une urgence, même pas une urgence. Donc, pour un peu rigoler, nous on s'attendait peut-être que nous on estimait peut-être que le fait qu'on ait boycotté, ils ont compris, et qu'ils veulent maintenant reprendre le référendum. Mais c'est dommage qu'on parle plutôt d'une révision technique, mais qu'il n'en ait pas une. Je le répète, je le dis, tel que c'est parti, c'est une répression politique et non une révision technique de la Constitution. Monsieur Léon, on aura compris, merci. Je vais m'adresser un peu aux bâtonniers, Maître Laguerre. Il y a eu un temps où beaucoup de personnes sont sorties pour dénoncer déjà qu'il y a eu déjà des violations. Mais on a vu aussi que des juristes sont sortis aussi pour dire que non, il n'y avait pas de souci à ce niveau. Et vous, quelle est votre lecture, Maître? Merci, Monsieur Emmanuel. Justement, j'étais de ceux-là qui avaient réagi pour dire qu'il y avait violation de la Constitution. Alors, déjà, je suis surpris que le représentant de la majorité évoque des difficultés d'interprétation. J'attends encore, peut-être quand il prendra la parole, pour nous dire sur quel aspect il y a des difficultés d'interprétation. Et il a dit que les institutions issues de cette Constitution peinent à fonctionner. C'est quoi exactement? De quoi il s'agit? Et que tout ça bloque les réalisations des promesses du chef de l'État. Qu'est-ce qui bloque les réalisations des promesses du chef de l'État? Alors, je voudrais commencer par dire de façon claire et nette que aujourd'hui, si on doit parler de ressources humaines, on a suffisamment de ressources humaines, des personnes qui ont étudié, qui ont des diplômes et qui sont capables d'interpréter, de lire, de comprendre. De lire et de comprendre. Et donc, peut-être certains de ces jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi, simplement, et qui végètent ou encore qui se jettent dans d'autres choses, etc. Mais beaucoup de ressources humaines sont là, et donc ne jouons pas avec les choses, ne jouons pas avec les mots. Voyons là où il y a nécessité. D'abord, dans un premier temps, on a fait violer au chef de l'État son serment. Article 76 de la Constitution. L'article 76 de la Constitution, le chef de l'État élu prête serment. Il jure sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois. Violation totale de cette disposition-là. Pourquoi? Parce que il est interdit, l'article 77 interdit donc toute avec cumulation de fonctions de chef de l'État avec les fonctions politiques. Le MPS a fait passer ça. On a crié, on a dit, c'est contraire à la Constitution. Les gens ont foncé. Donc on a fait violer au chef de l'État l'article 76, son serment, parce qu'il a prêté serment de préserver, de faire respecter la Constitution. On l'a poussé à violer son serment. Bon, comme la Constitution, dans les lois et la Constitution dans nos pays, c'est 4 ça quitte. Bon, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais quand on en parlait, certains disaient que non, il n'y a pas de violation et tout, qu'au Sénégal ça se passe comme ça. Mais vous ne pouvez pas violer d'abord la Constitution et chercher à régulariser par la suite. Moi, j'étais surpris même que le représentant de la majorité n'évoque pas l'article 77 parce que une des raisons de la révision, c'est l'article 77. Je suis surpris que dans le narratif ici, il n'ait pas évoqué l'article 77. Alors que c'est lui. Peut-être qu'il est en train de. Voilà, l'une des raisons de la modification. Donc, violation par le chef de l'État. On a amené le chef de l'État, on l'a induit en erreur, il a violé son serment. Article 76. Deuxièmement, on a violé l'article 77. Parce qu'on a fait de lui, on a fait du chef de l'État le président du parti, ce que l'article 77 interdit. En droit, une régularisation ex post est impossible. Violation, c'est violation. Même si aujourd'hui, ça va passer, ça je suis sûr. Je sais que ça va passer, c'est juste une question de formalité. C'est encore non, oui, ben, ça va passer. Mais même si aujourd'hui, cela se fait, la violation est actée. On ne peut pas d'abord violer un texte et revenir chercher
à régulariser. Ce n'est pas possible. Donc, on viole et puis on instrumentalise le pouvoir politique pour réviser. Ça fragilise l'état de droit. Ça fragilise l'état de droit, la suprématie de la Constitution. On ne peut pas légitimer a posteriori. Maintenant, rapidement sur le fait qu'on parle de révision technique. Oui, Il ne s'agit nullement, comme M. Léon l'a dit, nullement d'une révision technique. Là encore, j'insiste là-dessus, ne jouons pas avec l'intelligence des Tchadiens. On comprend que ce soit les termes. Donc, qu'on recherche, qu'on réfléchisse, qu'on demande, c'est quoi une révision technique? Il ne s'agit nullement d'une révision technique. Alors, la révision technique, c'est une modification du texte constitutionnel qui a un but purement pratique ou de mise à jour, sans chercher à modifier l'équilibre politique ou les principes fondamentaux du régime. Ça ne touche pas, on ne touche pas à la philosophie, aux institutions centrales ni aux grands choix politiques. Donc ça intervient pour corriger des erreurs matérielles. Okay. Ça intervient par exemple lorsqu'un code électoral, un nouveau texte, un code électoral a été pris, a été adopté, une loi électorale a été adoptée et qu'il y a par exemple des choses qu'il faut harmoniser avec la Constitution, ou encore lorsqu'il y a eu un découpage, on a un nouveau découpage, donc il faut revoir avec la Constitution, avec les dispositions qui n'étaient pas en phase avec la Constitution, donc une nouvelle organisation territoriale, ou encore un exemple simple, un texte intervient, une loi, et dit désormais, on ne parle pas de Cour suprême au Tchad, on parle de Cour de cassation par exemple. Okay. Ça, justement, il faut réviser la Constitution pour que le terme Cour suprême saute, pour qu'on entre dans la Cour, qu'on parle désormais de la Cour de cassation. C'est ça qui est la révision technique. Tout ce qui est envisagé là, ce n'est nullement une révision technique. C'est une révision de fond, une révision substantielle et qui justement remet en cause tout ce qu'on peut penser de l'équilibre des pouvoirs du chef de l'État qui doit être au-dessus de la mêlée. Tout ce que donc il y en a plusieurs alors. Il y en a plusieurs, je peux revenir là-dessus. Tout à fait. C'est nullement une révision technique. Et évitons d'utiliser ce terme-là. Oui. N'embrouillons pas les Tchadiens. Les Tchadiens savent de quoi il s'agit. Il ne s'agit nullement d'une révision technique. Maître, merci. On apprendra beaucoup de vous. Fond, donc, il faut en rester là. Merci beaucoup. Je voudrais aussi me tourner du côté de Dr Adamou. Vous, en tant qu'enseignant-chercheur, on se rappelle bien qu'il y a eu aussi des enseignants-chercheurs qui étaient aussi de ce côté, qui étaient sortis pour nous dire clairement qu'il n'y avait pas de souci entre-temps. Alors, j'ai comme l'impression que, est-ce que vraiment, à qui faire vraiment confiance dans ces cas-là? Alors, je pense que la question de la révision d'une constitution est d'habitude houleuse. Que ce soit en Afrique comme en France surtout, où il y a plusieurs fois des révisions constitutionnelles. Mais il faut comprendre que les révisions constitutionnelles ne se font pas tous les 2 ans comme on le pense. La Constitution du Tchad de 1996 a mis plusieurs années. On l'a modifiée en 2005, juste pour sauter le verrou du mandat constitutionnel, du mandat du président de la République. Ouais. 1996-2005. Je sais pas. C'est quand même, ça a pris un bon bout de temps. Ça a pris un bon bout de temps. Et cette constitution est sortie de la conférence nationale souveraine. Ouais. Exactement comme celle actuelle qui est sortie du dialogue national inclusif et souverain. Et la constitution nécessite que l'on la protège. C'est celle qui est le fondement de la stabilité politique, de la stabilité des institutions. Le représentant du groupe parlementaire MPS a dit que les autres institutions se sont plaintes par rapport à l'interprétation des dispositions. Je ne sais pas lesquelles dispositions qui ont fait l'objet de la plainte des autres institutions. Et je ne sais pas en quoi ces interprétations ont eu comme enfreint au fonctionnement de l'État, en quoi ces interprétations ont permis à ce que les institutions soient en désaccord ou en conflit. Et peut-être que, je ne sais pas, dans l'exposé des motifs de la proposition, peut-être les éléments vont être étayés de plus et que ça va nous permettre de comprendre davantage. Parce que sur ce plateau, je ne pense pas que le représentant puisse tout mettre sur le plateau pour dire tous les motifs avec les exemples précis. Et pour cela, moi, je pense que la procédure même de cette révision de la Constitution me semble être
un peu complexe. Tout à fait. Pourquoi Parlant de la question de procédure, on va revenir, mais je voudrais aussi vous rappeler que tout à l'heure, le représentant de la majorité vous a cité que vous vous souvenez un peu de cette séance-là Oui, j'étais expert au niveau de la décentralisation, oui. où lorsque l'État a organisé le séminaire national sur la décentralisation, oui. Il avait été question de relire les lois qui ont donc mis en place le mécanisme de la décentralisation. Il s'était avéré que la lecture n'est pas cohérente, elle n'est pas harmonisée, et donc il faut relire tous ces textes. Il faut donc relire les lois qui ont... donc ça ne concernait pas... à mon avis, peut-être il a son interprétation différente, peut-être, mais à mon avis, je ne pense pas qu'on ait parlé de la révision constitutionnelle pour pouvoir... Parce que la Constitution a déjà calibré le mécanisme de la décentralisation à deux niveaux, c'est-à-dire le niveau communal et le niveau provincial. Et donc la Constitution a clairement dit que les autres domaines seront définis par les lois. Et comme tel, les lois organiques ont déjà créé ces collectivités, et en même temps, ces lois également ont aussi déterminé le mécanisme du fonctionnement, les responsabilités des différents acteurs. Et donc, dans la lecture, on a compris qu'il y a tellement des incohérences, il y a des dispositions qui se chevauchent, et ça fait que l'interprétation va poser problème, et la décentralisation ne va pas être mise en œuvre comme il le faut. Et donc, l'Assemblée a demandé qu'il y ait des révisions de toutes ces lois et aussi de mettre en place des textes d'application pour que les choses puissent aller de l'avant. Merci. Docteur Jacques, je vous vois prendre beaucoup de notes. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou bien on peut progresser. Bon, puisque je vois des choses, parfois on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Parfois, on pas sur ce plateau quand même, j'espère. Ou bien il y a des choses à rectifier. Parce que oui. Je n'ai pas dit que la Constitution pourrait être révisée tous les 2 ans. Mais j'avais dit que je connais une vieille démocratie. C'était un exemple. La France, dont on compte même, de 1958 à 2024, la France a révisé 25 fois sa constitution. Et sur les 25 révisions, seule la révision de 2000 a été faite par le référendum, mais tout le reste, c'est au Congrès. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas dit, et quand on fait le prorata, ça équivaut au moins à 2 mois, à 2 ans, 6 mois. Donc, c'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que la Constitution pourrait être révisée tous les 6 ans. Bon, la position de RNDT le réveille. On n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Puisque vous avez refusé, donc c'est tout à fait normal que tout ce qui se passe, vous refusez. Et c'est aussi votre droit. Mais allez dire que ce n'est pas urgent, je ne pense pas. Et la disposition de l'article 77 dont il est question, comment cette disposition était arrivée? Cette disposition était arrivée dans la Constitution de 1996. Parce que le Tchad était sorti des conflits armés fratricides. Et lorsque les acteurs politiques se sont retrouvés, ils ont estimé que un citoyen ne peut pas être président de la République et président de son parti en même temps. Et ça a continué jusqu'en 2006. Et les élections de 2006, il y avait des manifestations post-électorales assez un peu violentes, ce qui a amené notre pays à demander l'aide extérieure. Et il y avait eu des négociations qui ont abouti à l'accord du 13 août 2007. Et la survivance de tout cela nous a conduit jusqu'à
2021. Et après 2021, je crois que malgré les oiseaux de mauvais augure qui pensent qu'on ne pourrait pas être comme ça pour discuter, le président de la République actuelle était au-dessus de toute considération pour conduire le pays à la paix, à la stabilité, à l'unité, à la cohésion, là où nous sommes. Alors, est-ce que la survivance de ces dispositions sont encore utiles? Ça, c'est la question qu'on pose. L'une des raisons que je n'ai pas aussi dit, il y avait des dispositions transitoires qui sont là. L'article 285, 86, 87, 89, 90 et 91. Ça parle du Conseil national de transition. Est-ce qu'il faut garder ces articles-là parce que quand on va les toucher, on viole la Constitution? Bon, ça dépend de la compréhension de tout un chacun. Mais en réalité, je ne vois en rien ce qui pourrait dire qu'on viole ou la procédure. La procédure actuelle, c'est prévu dans la Constitution elle-même. La révision de la Constitution est prévue dans la Constitution elle-même. Sinon, les parlementaires n'auront pas à prendre cette initiative pour faire la proposition si ça n'a pas été prévu. Et la procédure n'est pas bonne en quoi? Il n'est pas urgent en quoi? À ça, je ne le sais pas. Mais ce qui est réel, la procédure, elle est normale. Il y a des petites corrections qu'il faut faire et cela a été prévu même aussi en l'article 281. C'est pour ça que le représentant de l'opposition a si allègrement dit, et d'une bonne manière, que c'est une révision d'ordre technique. Donc, c'est une révision d'ordre technique, effectivement, et c'est prévu aussi à l'article 281. Donc, moi, tout le reste là, ça dépend de la position qu'on a. Quelle que soit, par exemple, la position de RNDT Le Réveil, quel que soit ce qui se passe, ça ne pourrait être que mauvais. Donc, je ne peux pas... Ça, c'est en réponse de tous ces éléments qui ont été donnés. Voilà. Moi, je voudrais qu'on essaye de progresser un peu. En quoi cette réforme-là, Dr Jacques, va-t-elle apporter dans la gouvernance et surtout la stabilité politique? En quoi cette réforme est-elle nécessaire? Cette réforme est nécessaire parce que les acteurs politiques se sont plaints. Les acteurs de mise en œuvre même de cette constitution se sont plaints. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout, donner un peu les raisons? Parce que tout à l'heure, Adamou a dit, la plainte est jusqu'à où se situe exactement le problème? À l'article 74, je crois que là, c'est le Conseil constitutionnel qui avait dit qu'au lieu que ça parle des résultats des élections, et on a mis après le scrutin, eux, ils ont estimé qu'il faut dire après la proclamation des résultats. C'est au moins un exemple. Et la Cour suprême, pour eux, ils disent que malgré l'avancement notoire, et là, ce n'est pas le bâtonnier qui va me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des avancées au niveau de la justice. Donc, il a vanté cette avancée, mais il a avancé aussi des arguments pour dire qu'il faut qu'on autorise la Cour suprême à recevoir les plaintes des citoyens de manière constitutionnelle en ce qui concerne le fonctionnement du système judiciaire. Donc, moi je crois que c'est quand vous dites que c'est une révision de fond. Est-ce que c'est l'article 77 qui est révision de fond
ou bien si vous avez d'autres idées quelque part, je ne sais pas. Mais dire que révision de fond, mais où? C'est une question que je me pose aussi. Vous posez la question, c'est moi qui pose ici la question. Je vous informe. Je vous dis que pour éviter que ces interprétations fragilisent les institutions en place, il faut tout simplement les corriger. Pour éviter la stabilité. Vous voulez... Oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Aujourd'hui, le président de la République, malgré tout ce qu'on a taxé dans ce pays, nous sommes revenus à la normalité constitutionnelle. Et lorsque il y a des petites incohérences, parce qu'à l'épreuve des faits, quel que soit le cas, un texte à l'épreuve des faits rencontre souvent des difficultés. Et il faut essayer de reconsidérer les positions où il y a des difficultés. Donc je ne vois pas pourquoi ça va gêner lorsque, en appliquant les textes et qu'on a constaté qu'il y ait des handicaps, qu'il y ait des obstacles, on ne peut pas les toucher. Maître Laguerre, je vais revenir à vous, mais avant que je ne vous accorde la parole, je voudrais un peu avoir l'avis de M. Zion Léon. Dites-moi un peu, est-ce que c'est une avancée démocratique ou bien un recul déguisé à entendre tout ce que la majorité est en train de partager? Ok, bon, mais merci beaucoup une fois de plus. Effectivement, quand nous suivons l'intervention du président du groupe parlementaire, nous voyons clairement que c'est un seigneur. Hein. Il peine à apprendre à mentir, en réalité. C'est-à-dire que malgré la multiplicité de questions qui lui ont été posées, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on veuille modifier? On n'a toujours pas de réponse. La réponse, c'est qu'il y a des dispositions qui sont prévues, non pas de plaintes, il y a des dispositions qui sont prévues dans la Constitution pour modifier. Et pour modifier, il ne faut pas forcément, aller au référendum. Le Congrès peut le faire. Donc, comme il est prévu qu'on doit modifier, alors on profite donc pour modifier, juste pour modifier. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu les raisons qui ont milité en faveur de la nécessité, de l'opportunité de cette révision qui est en cours. Quand on dit que les institutions ont constaté qu'il y a des incohérences, mais quelle institution? Rien n'est dit, qui nous disent. On a cité tout à l'heure la Cour constitutionnelle, par exemple. Tu as parlé de quoi? Et ça, c'est une raison valable pour modifier une constitution. Et quand on veut ôter, qu'on veut supprimer l'impartialité du président de la République, c'est une avancée, ça. On veut transformer un chef d'État en chef de parti politique. Mais ça, c'est dégrader la fonction du chef de l'État. C'est dégrader l'image de l'institution président de la République. Où est-ce que nous partons au juste? C'est pas possible. Ayez de bons souvenirs. Le Tchad est sorti de très loin. La conférence nationale souveraine nous a permis de poser de bonnes bases. La constitution qui en était issue doit servir de référence. D'accord? Après le dialogue, il y a eu de fortes recommandations pour que on s'inspire de la constitution de 1996, d'accord, pour intégrer dans les résolutions du dialogue. Je sais de quoi je vous parle. Hein. J'étais l'un des vice-présidents du dialogue. On se souvient encore de ça. Souvenez-vous très bien. Donc, tout a été clairement dit. En 40 jours, les Tchadiens ont dit, inspirons-nous de la constitution de 1996, c'est ça, non? Pour intégrer donc les fortes recommandations du dialogue. Et là aussi, ça n'a pas été fait. L'un des points majeurs, on a dit sur la constitution, il faut présenter aux Tchadiens, dans la constitution, les deux formes d'État. L'État unitaire ou l'État fédéral. Ça, c'est la résolution. Elle est écrite, adoptée noir sur blanc. Qu'est-ce que le parti au pouvoir fait? On prend une forme de l'État et on nous demande de voter oui ou non. C'est comme ça qu'on a boycotté. Vous voyez autant de choses. Donc ça a commencé déjà à être tripoté depuis longtemps. Et malheureusement, l'argumentaire ne tient pas. Donc si ça dépendait de ça, là, je pense que c'est mieux d'écrire à votre suite et demander qu'on stoppe le processus. Parce qu'aucun argument n'est avancé au stade actuel. Ouais.
C'est pas possible. Non. Quand il dit que je n'ai pas répondu, Il faut que le temps de Ok, parler soit... ok, reprenez alors. Oui, de ne pas- Reprenez. Je vous en prie. C'est comme ça que je dis que le Sénat traîne à apprendre à mentir. c'est l'article 77 Oui. qui vous préoccupe beaucoup. Et l'article... Entre autres, il y en a encore beaucoup. Mais on vous attend. L'article Dr. 77 là, Oui. en toute souveraineté. Vous voulez, le parti vous voulez supprimer Attendez. l'impartialité du Le chef de parti l'État a pris pour le transformer en chef de que parti le président de la République soit... et que le Tchad là soit dans le parti unique, c'est ça le plan. Les militants... Si le chef de l'État n'est plus président de la République, Est-ce qu'on peut s'écouter? Ça va? si le chef de l'État n'est que maintenant le président du parti, Si nous le président d'un parti au pouvoir en même temps, Oui, tout mais à on fait. est dans un parti unique. Je vais remettre la parole à... Voilà les Maître conséquences Laguerre. en matière de Oui, démocratie. merci. Où Il faut se dire la vérité. À suivre les échanges. Monsieur le Président, vos arguments ne tiennent pas. Merci, oui, monsieur D'accord. le détail. Merci beaucoup, oui. monsieur Vos Emmanuel. arguments ne tiennent pas. Je pense- Essayez d'en trouver Monsieur d'autres. Léon, merci. Je suis beaucoup. désolé. On va revenir à vous Je tout à l'heure. pense, je ne suis pas du RNDT Le Rebelle, Ni du MPS. ni du MPS. C'est pour ça qu'on a besoin mais de je vous pense que ce soir. je suis très d'accord avec le représentant du RNDT Le Rebelle. Vous voyez, je ne vois pas jusque-là la nécessité, comme le représentant de la majorité a dit, l'urgence, comme ça a été dit. Oh, rien n'a été démontré. On parle des gémissements des populations. Oui. Aujourd'hui, la population a besoin de l'eau, de la santé, l'éducation. Les jeunes ont besoin de l'emploi, de la justice. On veut une bonne gouvernance pour qu'il y ait égalité des chances, qu'il n'y ait pas de népotisme, qu'il n'y ait pas de la corruption, qu'il n'y ait pas de détournement des deniers On a publics, parlé tout à l'heure des etc., avancées etc. dans la justice, Donc, par en exemple. quoi, quelle est la plus-value de ces modifications-là? C'est ça, les gémissements de la population, c'est ça. Il ne faut pas détourner le débat, il ne faut pas tourner autour du pot. Ok. Jusque-là, rien, absolument rien n'a été démontré pour dire qu'il y a ces urgences, qu'il y a nécessité. En fait, les raisons sont ailleurs. C'est justement là la préoccupation de la population. Les gens ont d'autres idées derrière, en réalité, mais ils veulent masquer avec des petites choses. Justement, tout ce qui a été dit là par le représentant de la majorité, c'est des petites choses qui n'ont absolument... Si c'est une question d'interprétation des textes, on ne nous dit pas quels sont les textes qui posent problème. Il y a des institutions prévues lorsqu'il y a des difficultés dans le fonctionnement des institutions. Lorsque les institutions ont des difficultés à fonctionner, lorsqu'il y a un problème d'interprétation des textes, il y a des mécanismes qui sont prévus. Je vais avancer très rapidement. Oui, alors, très rapidement, s'il vous plaît. En quoi une révision de cette nature, et j'insiste là-dessus, c'est pas une révision technique. Je l'ai dit, une révision technique, quels sont les exemples de révision technique? Même quand on change la Cour suprême en Cour de cassation, on ne modifie pas les pouvoirs de cette institution parce que quand c'est une révision technique, c'est cela. Il ne s'agit nullement d'une révision technique. Donc ne trompons pas les gens, soyons honnêtes et soyons, si on est juriste ou on est professionnel ou on est analyste, et bien qu'on donne de bons avis. Alors je vais vous dire rapidement cette histoire d'incompatibilité. Eh bien, on est en train d'enlever une règle d'équilibre institutionnel et politique. On veut amener le chef de l'État, comme M. Lyon l'a dit, on va amener le chef de l'État à se confondre à un parti politique alors qu'il devrait se mettre au-dessus de cette mêlée. Ok. Puisque le chef de l'État, dans sa fonction de chef de l'État, président de la République, chef de l'État, il est chef de l'État de toute la nation. Il peut à des moments être appelé à arbitrer, comme arbitre. Il peut être appelé à faire de sorte, s'il y a un problème de fonctionnement dans des institutions, être amené à résoudre ces problèmes, etc. À ce niveau, je trouve que ce n'est pas Dr Jacques qui nous dira le contraire. Donc, amener le chef de l'État, amener le chef de l'État à cette fonction politique partisane, ça pose un véritable problème. Les conséquences directes sur le fonctionnement du pouvoir, il y a une cumulation du rôle d'arbitre avec celui de chef de clan politique. Ça peut influencer sur ça a une influence négative sur le pluralisme politique, sur la neutralité de l'État, la séparation entre l'État et les partis, et donc une révision constitutionnelle qui est substantielle, comme je le disais. Imaginez la confusion des fonctions du chef de l'État avec les fonctions du chef de parti politique. Même les ressources de l'État, leur utilisation sera confondue. On va mélanger. Parce qu'il va utiliser les moyens de l'État, pour le parti politique. Il pourra s'arrêter pour dire que ça c'est les moyens de l'État. Donc justement, ça n'a
ça n'a rien d'avantageux. Je vais vous juste rapidement quelques avantages qui peuvent être oui, une ou deux pour permettre aussi à voilà, quelques avantages. C'est simplement, et c'est ce que le MPS, la majorité pourra considérer, c'est simplement, ça permet simplement un alliement politique. Donc, le président, son parti et la majorité parlementaire suivent la même orientation. Ça, c'est le premier avantage. Donc, moins de blocage entre l'exécutif et le législatif, les textes peuvent passer facilement. Tout ce qu'on veut, ça va passer. Et c'est ça en réalité. Ça permet... C'est dangereux. Dangereux, effectivement. Ça peut permettre la mise en œuvre du programme du chef de l'État sans négociation avec d'autres partis politiques. C'est peut-être ça qu'ils peuvent considérer comme avantage. Et autre chose à ce niveau-là, ça amène une centralisation du système. Hein? Un chef, une ligne politique, une majorité qui avance dans le même sens. Et donc, une conséquence énorme, les pouvoirs sont concentrés, le risque est grand que le pluralisme ou le contre-pouvoir s'affaiblisse. Et surtout dans ces systèmes, dans d'autres pays, lorsque ça existe, c'est lorsque les institutions de contrôle sont également fortes. On n'a pas d'institutions de contrôle fortes ici. On n'en a pas. Parce que ces institutions sont des institutions acquises totalement à la majorité. Qu'on soit à la Cour suprême, qu'on soit au Conseil constitutionnel, que pour les élections, qu'on soit à l'Ange, qu'on soit où, c'est des institutions acquises. Il n'y a pas des institutions fortes de contrôle. Même à l'Assemblée. Aujourd'hui, un texte comme ça ne passera que de façon systématique. Je vais revenir également sur les inconvénients, si vous permettez. Je reviens tout à l'heure. D'accord, sur les inconvénients majeurs d'un cumul des fonctions du chef de l'État avec les fonctions du parti. Adamou a certainement des choses à compléter. Je veux aussi lui accorder le temps de pouvoir... Je suis étonné si effectivement ce sont les paroles du ministre de la Justice qui demande que l'on modifie la Constitution pour instaurer la saisine du citoyen par la Cour suprême. La saisine par voie d'exception. Ça existe. La saisine par voie d'action, c'est celle que l'Assemblée nationale ou encore les autres, le président de la République peut donc saisir la Cour suprême ou bien le Conseil constitutionnel par voie d'action. Le citoyen tchadien a toujours eu on va dire, ce droit constitutionnel. Le président, le ministre de la Justice, si c'est vraiment le ministre de la Justice qui a dit ça. Donc c'est le président de la Cour suprême. C'est le président de la Cour suprême qui a dit ça. C'est vraiment curieux et ça m'étonne. Ça veut dire que lui-même, il ne sait pas son rôle à la Cour suprême. Ça, c'est une première des choses. Oui. Deuxièmement, sur la question de la révision de l'article 77, la Constitution, à l'article 281, parce qu'il y a deux, je me suis rendu compte qu'il y a deux exemplaires qui circulent. Oui, celle que j'ai lue, et s'il y a une autre que j'ai lue, il y a des chevauchements. Dans ce cas, il y a aussi un souci. Il y a des chevauchements des articles simplement. Je vais vous donner un exemple. L'article 279 de la Constitution, qui dit que comment on appelle ça, la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. 280. Dans une autre version, c'est 279. Ça va être par qui? Exactement. Ok. Donc, on peut avancer. Alors, si c'est 280, qui dit cela? Et elle dit que l'article 281 dit que la révision de la Constitution est approuvée par le référendum. Toutefois, il peut porter une révision technique à 3/5 des membres du Parlement réunis en congrès. C'est donc la question qui m'a mené à dire que cette procédure qui a été mise en place par l'Assemblée nationale n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que la Constitution de 2023 est une Constitution qui semble complexe. La procédure, elle est spéciale. Parce qu'il n'appartient pas aux membres de l'Assemblée nationale de mettre en place un comité, une commission spéciale et d'enclencher la procédure de la révision de la Constitution. Pourquoi? Parce que l'article 124 du règlement intérieur du Sénat, article 150 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit très clairement qu'il y a des matières qui ne peuvent être adoptées que par les deux chambres réunies en congrès. Et la procédure de la révision de la Constitution en fait partie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela suppose que l'Assemblée nationale et le Sénat ont l'initiative
de la loi, mais ils n'ont pas le droit d'enclencher une procédure ni mettre en place une commission. Cela est du ressort du Congrès. Pourquoi le Congrès? Le Congrès, c'est la réunification de ces deux chambres qui ont donc le droit de modifier, de réviser la Constitution. En l'état actuel, l'Assemblée nationale initie, elle s'adresse donc au Sénat pour dire que nous avions observé qu'il y a des manquements dans la Constitution et qu'il faut la réviser. Les deux assemblées se réunissent et convoquent le Congrès qui doit statuer sur la nécessité de réviser la Constitution et en ce moment procéder à la mise en place d'une commission spéciale chargée de proposer toujours un texte, en proposition. oui, Ouais. de proposer un texte qui va être rélu en Congrès pour être adopté. C'est ce que la loi dit. Docteur Adamou, c'est pour dire encore que c'est une autre violation de plus. C'est une autre violation de plus. Alors, est-ce que, docteur Jacques, vous voulez apporter des éléments? Vous avez l'article 150 du règlement intérieur et l'article 124 du règlement intérieur du Sénat. Je vais éclaircir. Merci à M. Adamou. Permettez qu'il... on va aller un peu plus vite. Je reviens d'abord pour dire que le bâtonnier fait comme si c'est la République du Tchad seulement qui pourrait avoir un président de la République et un président du parti. Si vous regardez ici à côté au Cameroun. Non, actuellement, le bâtonnier se fixe simplement sur les textes. Hein. Est-ce qu'on est simplement sur les textes? Puisque vous l'avez fait avant de réviser, est-ce que ce n'est pas une violation de la Constitution? Cette question n'a jamais été répondue. Mais non, je l'ai répondu, mais peut-être non, vous n'avez pas répondu. Est-ce que ce n'est pas une violation de la Constitution? C'est de manière démocratique qu'au 13e congrès, nous avions... Le 13e congrès est supérieur à la Constitution? Le congrès du MPC est supérieur à la Constitution? Attendez, pourquoi vous êtes pressé? Laissez-le avancer. Vous dites comme si c'est le Tchad seulement. Non, mais je suis précis sur cette violation. Je voulais que vous me répondiez. Est-ce qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution? Non. Lorsque vous avez fait du chef de l'État, le chef de parti, alors que la Constitution interdit. La Constitution interdit à quel niveau? Est-ce qu'on peut... L'article 77 alinéa 2. Réalisez l'article 77 alinéa 2. L'article 70, je vous lis l'article 77 alinéa 2. En tout cas, c'est ce que je vous disais, il est perdu. Il est perdu. Pardon? Il est perdu. On peut avancer. Il faut les deux peut-être à rappeler cela. Quand je parle, vous ne voulez pas que je parle. Non, vous avez assez plus de temps même que nous autres pour parler. Je disais qu'au 13e congrès, les militants ont décidé que le président de la République soit le président du parti. En violation de la Constitution. En violation de la Constitution. Il n'y a pas de débat autour de... Donc il faut régulariser. Mais aujourd'hui, vous faites comme si ce n'est que le Tchad. Si vous voulez, il y a d'autres exemples. Il y a le Cameroun, il y a le Botswana, il y a la Tanzanie, il y a le Gabon, il y a le Niger, mais les présidents de la République... Mais qu'est-ce qui vous empêchait, si vous l'avez en projet là, qu'est-ce qui vous empêchait de mettre ça carrément dans la Constitution? Ou attendez de réviser la Constitution avant de faire... C'est aussi simple, ça la question. Et comme on vous disait tout à l'heure, docteur Jacques, l'article 77 alinéa 2 dit « Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein des partis politiques, d'un parti ou regroupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale. » Vous avez fait du chef de l'État président du parti. Est-ce que ce n'est pas une violation de la Constitution? À ce niveau simplement, est-ce que la Constitution n'a pas été violée? La Constitution pourrait être violée lorsque les militants, nous, on a décidé de manière démocratique. Mais c'est très grave, docteur, ce que vous dites, parce que ça s'applique que les militants, le parti est supérieur à la Constitution, qui est la loi fondamentale de la République. Non. Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Que les militants aient décidé. Le Congrès a décidé. Les militants d'un parti, ce n'est pas possible. Les militants d'un parti ont décidé et il faut que la Constitution s'aligne sur votre Permettez qu'il aille. On peut s'amuser avec une loi constitutionnelle. C'est très grave. 17. Oui, alinéa 2. 77 alinéa 2, docteur. A été demandé officiellement par 150 partis pour la révision, pour votre information. 150 partis. 150 partis. Oui. En plus de ça, il y a des institutions comme vous citez. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas lui prêter de phrases. D'accord. Bien. Attendez. Oui, allez-y, docteur. Parce que ce que Adamou a dit là est très grave.
Et il faut que je... Vous apportez des détails. Oui. L'article 280 est très clair. L'initiative de loi de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Il y a deux types de vote. Il y a le vote de prise en considération, qui est de 2 tiers. Et ces 2 tiers-là sont votés en termes identiques par l'Assemblée nationale et Mais franchement, on a perdu. Hein. le Sénat. On n'est pas venu prendre un cours de procédure de révision ici. Dites-nous pourquoi vous voulez réviser. C'est anticonstitutionnel. Ce sont deux choses différentes. Le vote C'est ça le sens du débat. vient après la procédure. Docteur Adam, est-ce que vous pouvez nous permettre d'aller jusqu'au bout de sa logique? Il y a 2 votes. Oui. Donc, il y a 2 étapes qu'il faut suivre. La première étape, chaque chambre vote la prise en considération. Donc, c'est ça, les 2 tiers. Après, le vote en termes identiques des 2 tiers-là, l'Assemblée nationale et le Sénat mettent maintenant en place une commission spéciale paritaire. Et c'est en ce moment-là que les 3/5 viennent et le vote va se faire au Congrès. Donc il y a 2 niveaux. On va progresser. Donc n'essayez pas de... Le niveau ça, de la, ne peut pas le niveau de la être procédure. La procédure. Il y a 2 étapes. Oui, les 2 étapes, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a d'abord une procédure qui a été enclenchée. Vous voyez? Là, en ce moment, oui, la procédure ne peut pas être enclenchée. La procédure est enclenchée par le Congrès. Ouais. Et non par... Non. Mais oui. Mais lisez l'article. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition, c'est ça en fait. La Constitution doit suivre. S'il vous plaît. Le projet ou la proposition de révision est votée en termes identiques à la majorité des 2 tiers des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et suivez l'article suivant. 281. La révision de la Constitution est approuvée par référendum. Et puis par la suite, on dit toutefois, il peut être procédé à une révision d'ordre technique à la majorité des 3/5 des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en Congrès. Mais lisez... Vous voyez? Non, attendez. Et autre chose. Voter en termes identiques, là, c'est quoi? Il faut que 2... Ben, on va pas rester sur des définitions de certains termes ici. Moi, je nous propose quelque chose. Monsieur Zian, lisez même l'article 100. Docteur Adam, s'il vous plaît. Lisez l'article 124. Et c'est ça la procédure. Non, l'article 124. Non, je ne parle pas de l'article 124 de la Constitution. 124 du règlement intérieur du Sénat et l'article 150 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui disent clairement que les matières qui sont, par exemple, la procédure de la révision de la Constitution. Deuxièmement, comment on appelle ça? L'autorisation de la guerre. On va couper pour s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Allez-y. L'adresse du message à la nation sont des matières qui sont exclusivement réservées au Congrès. Donc, si on doit réviser une constitution, il faut que la procédure commence par le Congrès. On m'a même dit une fois ici que le Congrès ne pouvait pas se réunir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le règlement intérieur du Congrès. Vous comprenez? Mais pour le moment, s'il vous plaît, alors, docteur, le règlement intérieur est en cours. S'il vous plaît, mais si le règlement intérieur du Parlement n'est pas adopté, comment on peut enclencher une procédure de révision de constitution? Docteur Jacques, l'initiative de chaque assemblée. Docteur Jacques, je vous en prie. C'est moi qui conduis le plateau. Permettez-moi de vous donner la parole avant d'avancer. Alors, en 2 mots, est-ce que, Maître Laguerre, vous pouvez nous dire que la procédure actuellement de la mise de la commission spéciale est-elle biaisée? Oui, la procédure pose problème, comme le docteur Adamou le dit. La procédure pose problème. Et malheureusement, en 2 mots, malheureusement, on est dans un système où tout se passe comme si, bon, comme j'ai dit, j'aime souvent cette expression, puisqu'elle est tchadienne, loi, constitution, c'est 4-4 sacs. Et on est dans cette logique-là. Je l'ai dit, on a induit le chef de l'État en erreur. On l'a amené à violer son serment. On l'a induit en erreur
on a violé l'article 77. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Si vous voulez faire du chef de l'État, comme vous l'avez dit, dans d'autres pays ça existe, si vous voulez faire de lui en même temps le président du parti, attendez, révisez la Constitution. Et puisque ça va passer comme une lettre à la poste, révisez la Constitution et cela va se passer. Or, vous l'avez amené à être chef de parti, président de la République, chef de l'État et chef de parti politique en violation de la Constitution, et par la suite maintenant vous cherchez à réviser. Ce qui n'éteint pas la violation de la Constitution, ça ne rétroagit pas. La Constitution est violée et elle est violée comme telle. Et c'est très grave qu'on s'amuse avec une loi fondamentale aussi facilement comme ça, et pour réviser également on viole les procédures, etc. J'insiste pour dire que lors de ce débat, permettez qu'on aille en profondeur un peu sur quels sont les avantages d'un cumul, en fait, de l'incompatibilité telle que ça figure. Vous avez tout à l'heure commencé. Tel que ça figure dans la Constitution actuelle, et en quoi c'est avantageux. Pourquoi on a trouvé que c'est bon que le chef de l'État se mette au-dessus de cette mêlée, ne se confonde pas avec un parti politique, etc. On va revenir, vous allez nous instruire tout à l'heure. Mais jusque-là, toujours est-il que c'est écœurant pour moi quand on n'admet pas que je voudrais poser cette question à M. Léon. Les articles 76 et 77 ont été violés. Si on ne l'admet pas, vraiment c'est très dur. Je voudrais poser cette question à M. Léon qui représente l'opposition. Et si cette loi, ce projet arrivait à être modifié, qu'adviendrait-il selon vous? Qu'adviendrait-il? Le projet tel que c'est parti, ça va être modifié. Ça c'est sûr. Oui. Ça va être modifié. Oui. Donc, qu'adviendrait-il? Mais on a dégradé la fonction présidentielle. Vous voyez un peu. Ça, c'est de un. Le chef de l'État, qui, garant de nos institutions, qui doit être placé au-dessus de la mêlée, l'arbitre tel que nous l'avons cité ici, devient un simple partisan. Son image est dégradée en réalité. Il est président de parti politique. Terminé. Maintenant, sur le plan politique, le risque, c'est ça. Désormais, il n'y a plus de frontières. Ouais. On ne sait plus à quel titre il exerce. Parti, État, État, parti. Voilà, État, parti, État, État, parti. Donc, nous repartons. C'est cela, on parle de recul démographique, mais grave. Vous avez tout à l'heure rappelé que le parti RNDT, le Réveil, a boycotté aussi le référendum constitutionnel. Beaucoup disent aussi que le RNDT, le Réveil, a accompagné la transition. Alors aujourd'hui, beaucoup se disent, est-ce que vous êtes sérieux avec vous-même? Parce que vous voir surtout que le président fasse un point de presse pour dénoncer cette situation, beaucoup pensent que c'est de la comédie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Merci beaucoup pour cette question. Et en réalité, et ce n'en est pas une. Tous ceux qui se posent cette question-là, à mon sens, c'est simplement de l'inculture politique. Quels sont les arguments qui sont avancés? RNDT le Réveil n'a aucune légitimité parce qu'on a participé au... Je sais pas, le président de RNDT a été 2 fois Premier ministre et ainsi de suite. Mais c'est ridicule de tels arguments. C'est comme ça que je dis, ça relève de l'inculture politique. Dans toutes les grandes démocraties au monde, on peut servir l'État à un moment et décider à un moment donné de s'opposer si on se rend compte que les principes républicains sont menacés. Ça s'appelle de la cohérence démocratique. Ça s'appelle de la constance dans la défense des fondamentaux républicains. Oui, le président du RNT a été 2 fois Premier ministre. Mais c'est ça qui nous donne la posture légitime de dénoncer les abus. Il y a eu récemment, la classe politique a soulevé cette question qu'il n'existe pas de l'opposition au Tchad. Qu'est-ce que vous en dites avant de pouvoir remettre la... Oui, mais c'est ce que je venais de dire. Il n'existe pas d'opposition au Tchad comment? Aujourd'hui, le statut d'opposition démocratique est reconnu au Tchad à travers, je pense, la loi 14, si je me trompe. Nous avons été aux élections,
et quelle que soit la manière dont ça a été pratiqué, mais les votes aujourd'hui nous donnent le statut de deuxième puissance politique au Tchad. D'où notre posture aujourd'hui de chef de file de l'opposition. Si on n'était pas de l'opposition, on allait dénoncer tout ça là. Nous étions les premiers dans ce pays. Dès qu'on a flirté, dès qu'on a vu venir ces projets de régression politique au Tchad, à sortir à travers la voie la plus autorisée du président Pahimi, président de RNT, mais chef de file de l'opposition démocratique, pour dénoncer cela. Alors, et beaucoup le disent, oui, RNT a participé à un moment donné Nous l'avons toujours dit. Quand nous étions dans la majorité, nous ne l'avions jamais nié. Mais on a toujours insisté et dit que appartenir à une alliance à un moment donné, c'est une alliance tactique à un moment donné. C'est comme si nous appartenons à cette majorité-là, où une majorité arc-en-ciel, où les couleurs vont ensemble mais ne se mélangent pas. C'est ainsi que, à un moment donné, quand on constate qu'il y a une dérive, on dénonce. Souvenez-vous comment le président Pahimi a été débarqué pour la première fois de la primature, non? On se souvient. Voilà, on concocte un forum, d'accord, avec un ordre du jour bien précis. Oui. Et subitement, à la veille, du moins le même jour de la clôture, il y a un autre thème qui sort, la suppression de la primature. Est-ce qu'on avait besoin de faire ce théâtre-là? Merci Léon. Si nous étions de la majorité présidentielle ancrée jusqu'au cou, est-ce que les gens auraient besoin de supprimer le poste de Premier ministre à cause de nous? Et maintenant, on a supprimé, d'accord. Dès qu'il y a eu des événements, bizarrement, c'est la même personne qu'on a éliminée, carrément supprimé le poste, qui est encore sollicité. Il y a de l'opposition politique au Tchad. RNT fait bien partie, n'est-ce pas, est bien une force politique au Tchad. Il faut même aller au-delà. Merci. Appelez-nous sapeurs-pompiers politiques. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, merci Léon, on nous fait appel. En 96, c'est la même chose. Merci beaucoup. On a sauvé le Tchad à travers... merci. Et qui tentait vers la dérive. Je vois. Nous avons entamé la transition. Et à un moment donné, bon, on nous a remercié comme toujours avec une monnaie de singe. Et voilà comment les choses se passent. Les présidents qui vont aux élections avec les premiers ministres, avec tout ce que nous avons, voilà un peu. Merci. De progresser un peu. L'opposition, de manière générale, pense que la modification de cette loi-là va affaiblir la stature du président. Qu'est-ce que vous en dites? Avant d'arriver là, je voudrais quand même dire quelque chose. En deux mots si possible. Parce que nous sommes en train de tendre vers la fin. Les fonctions du président de la République sont encadrées par la Constitution. Oui. Et en aucun cas, cette fonction ne pourrait être réduite telle que les uns et les autres pensent. Oui, parce que c'est constitutionnel. Donc c'est des faux débats. Bon, mais je ne suis pas là pour juger l'opinion de l'opposition. Eux-mêmes, l'autre Léon est là, il va dire pourquoi ça va diminuer la stature du président. En quoi le président de la République, pendant les périodes difficiles, était à la hauteur de ses fonctions en dehors de toute considération que les gens ont donnée. La stature, c'est quoi? C'est tout simplement un caractère moral. Avoir un impact sur une situation donnée. Et pendant cette période difficile-là, il a ce caractère-là qui lui a permis de conduire le pays là où nous sommes. Est-ce que réviser techniquement la Constitution peut entamer l'homme de la situation qu'il était pour conduire le pays jusqu'à maintenant? Je ne pense pas. Est-ce qu'il ne pourra pas avoir un impact sur l'environnement politique au Tchad? Je ne pense pas. Donc ça, c'est des choses, c'est des équilibrations pour dire que non, le président, il ne peut pas être le président du parti, il peut être en même temps président de la République. Tout ça, c'est parfois, les gens répercutent leurs propres pensées sur les autres. Mais en réalité, dans plusieurs pays,
Le chef de l'État est en même temps président du parti. Et c'est ce que les militants ont démocratiquement décidé que, Monsieur le Président, puisque vous êtes élu sur un programme, vous avez un vaste champ, on vous confie la direction du parti qui vous a présenté. Pourquoi vous refusez, pourquoi vous ne pourrez pas refuser que son parti le présente, et quand son parti le présente maintenant, vous dites que non, il ne peut plus mener quelques actions pour son parti. Docteur Jacques, j'ai bien noté certains éléments. Nous allons essayer d'avancer avec Maître Laguerre. Oui. Peut-être qu'avant de... Pour vous permettre de répondre une fois et prendre aussi cette question, quels sont les articles les plus sensibles? Est-ce qu'on n'est pas en train de, comme vous avez dit tout à l'heure, on est en train d'avancer? Il y a certainement des articles qui seront liés à celles énoncées par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir là-dessus? Merci beaucoup. Je voudrais relever une petite chose avant d'avancer, parce que j'ai l'impression, et justement, puisque en fait, Dr Jacques, il est certes représentant de la majorité, oui, mais moi je me sens mal à l'aise quand on dit toujours le parti, les militants du parti ont décidé, le parti a décidé ainsi. Parce que quand on en vient à la Constitution, quand on parle du chef de l'État, on parle du peuple. On ne peut pas, et c'est ça la confusion en fait, entre le parti et le chef de l'État. Vous avez vu déjà plusieurs fois quand les gens ont réagi, les gens réagissent par exemple par rapport à telle chose, c'est le MPS qui est le premier à réagir. Ce n'est même pas le porte-parole du gouvernement, hein. Alors que c'est au chef de l'État que les gens s'adressent, mais c'est le MPS qui est le premier à réagir. Et effectivement, c'est de cette confusion-là, en violation de la Constitution, M. Jacques, en violation flagrante de la Constitution, malheureusement. C'est ce que la société fait. Et vous auriez pu et c'est votre porte-parole qui réagit à la part du gouvernement. Vous auriez pu attendre la modification de la Constitution. Alors, docteur Jacques, est-ce qu'on peut permettre à ce qu'il a été... Alors, très rapidement, pourquoi on a mis ces incompatibilités-là? Quel est l'avantage de ces incompatibilités? Ça permet la préservation, ça permet de préserver la neutralité de l'État et la garantie d'un exercice impartial du pouvoir. Donc, neutralité de l'État, le chef de l'État est censé représenter tous les citoyens, pas une partie, ou encore pas ses militants, pas ceux qui l'ont élu seulement. Parce qu'il est chef de l'État, il devient le chef de l'État de tous les Tchadiens. Il y a un risque de décisions qui peuvent être perçues comme des décisions partisanes, quand le chef de l'État est en même temps chef de parti politique, ce qui peut éroder la confiance des citoyens, etc. Ça permet, les incompatibilités permettent l'équilibre de séparation des pouvoirs. La fonction présidentielle implique souvent un rôle d'arbitre, de garant, etc., comme on l'avait dit, de médiateur, lorsque les institutions, lorsqu'il y a crise dans le fonctionnement des institutions. Ça permet également une égalité entre les partis politiques. Oui, c'est une égalité entre les partis politiques, parce qu'un président en exercice dispose d'une visibilité déjà et une autorité supérieure au-dessus justement de tous les autres acteurs politiques normalement. Donc est-ce qu'il a besoin encore de ces fonctions, ce qui ne lui apporte absolument rien? Ça permet également de maintenir à la tête, le maintien à la tête d'un parti politique du chef de l'État peut créer une distorsion de concurrence dans le jeu démocratique. Le parti présidentiel bénéficierait d'un avantage déloyal, renforçant l'hégémonie et menaçant le pluralisme politique, comme je l'avais dit. La prévention de l'utilisation abusive des moyens de l'État, j'avais déjà dit. Voilà. Frontière entre les ressources publiques et les intérêts partisans peut être brouillée, et c'est très dangereux. Usage des médias publics, moyens financiers ou logistiques de l'État au profit du parti. Quand le chef de l'État va se retrouver dans une activité du parti, il va utiliser le carburant, il va utiliser le véhicule de fonction, alors que ça, il va en tant que chef de parti politique, alors qu'il ne va pas en tant que chef de l'État. Donc c'est les ressources de l'État, les moyens de l'État qui vont être utilisés. Il faut éviter un mélange entre État et parti. Donc ça permet l'intégrité du processus démocratique. Ça renforce également, ces incompatibilités renforcent l'image de l'institution présidentielle. Parce que ça permet au président de se tenir au-dessus des partis, et le président conserve ainsi une image d'unité nationale. Je vais finir par là. La stabilisation des institutions et le renforcement du respect de la fonction présidentielle comme autorité symbolique au-dessus des clivages. Donc il faut dire simplement que le chef de l'État doit incarner l'unité nationale. Il doit éviter, et on doit éviter la personnalisation et la partitisation de la fonction présidentielle, parce qu'on risque de tendre vers le parti-État ou l'État
partie. Pour revenir à votre question rapidement, les autres articles, moi je pense que c'est véritablement derrière ça, et l'article 77, et peut-être d'autres choses que l'on a derrière. Mais on verra ça. On verra ça. Ça ne va pas se cacher. Tout à fait. Parce que, justement, on apprend tantôt qu'on veut remettre la peine de mort. Oui. Ouais. On va remettre la peine de mort. Avec quelle justice? Je pense que avec quelle justice? Parce qu'une justice qui, à des moments, une justice qui, à des moments, condamne des innocents. Parce que la peine de mort, c'est lorsqu'on a un système judiciaire qui est fort. Mais on peut condamner un innocent et l'envoyer à la guillotine. Il semble qu'il y a la question de la peine de mort. Et d'ailleurs, une commission a été mise en place par le ministère de la Justice, pour réfléchir sur la question de la peine de mort déjà. Tout à fait. Donc, il semble qu'il y a la question de la peine de mort. Il semble qu'il y a d'autres questions de mandat, en fait, de verrou du mandat qu'on veut enlever. Ça, c'est des rumeurs. Mais on verra dans tous les cas. Mais ce dont je suis sûr, puisque on pense que la Constitution, bon, on peut la violer. Ça a été déjà le cas. On peut en faire ce qu'on veut. Puisque le parti a demandé, puisque la majorité présidentielle demande, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. Eh bien, tout ce qu'on va initier va passer comme une lettre à la poste. Ça, c'est une évidence. Je vais poser la question. Ça, c'est une évidence, mais malheureusement... Et puis augmenter la durée du mandat des députés aussi pour les remercier. Hein, malheureusement, il faut qu'on donne des bons conseils. Vous apprenez beaucoup de choses. Des bons conseils de on verra bien. chef de l'État. Parce que déjà, on l'a induit en erreur. Oui, mais comme je le disais, on l'a induit en erreur. Il a violé son serment. Article 76. Parce qu'il est garant du respect de la Constitution. Ouais. On l'a induit en erreur. Violation de l'article 77. Et on continue à induire le chef de l'État en erreur. Ce n'est pas parce que nous ne l'aimons pas. C'est parce que nous l'aimons que nous dénonçons toutes ces choses. Nous devons respecter nous voulons qu'il soit un bon chef de l'État. Nous voulons qu'il soit bien conseillé afin que le pays se développe. Alors, docteur Adamou, ma question est la suivante. Est-ce que les citoyens comprennent vraiment les enjeux de cette modification? Alors, je voudrais dire une chose. J'ai publié un article scientifique intitulé « Sens des formes de l'écriture constitutionnelle ». Sens des formes de l'écriture constitutionnelle de 1950, l'expérience du Tchad de 1959 à 2023. Et à la revue Afrique de l'Est de l'Université de Bordeaux, en France. Dans cet article, j'essaye donc, pour répondre à la question que vous posiez, qu'est-ce que le citoyen comprend? Le sens de l'écriture constitutionnelle est parfois attribué au président de la République, qui parfois n'en demande pas, qui parfois n'en sait pas. Ce sont des personnes, des intellectuels, qui essayent donc de faire des propositions au président de la République. Autour du chef. Pour lui dire, voici tel, voici tel, voici tel. D'ailleurs, même l'exemple du maréchal Idriss Déby, paix en son nom, qui disait que la constitution de 2020, la modification constitutionnelle de 2005 n'était pas sa volonté. C'était plutôt celle de la France, parce que la France avait envoyé quelqu'un pour venir lui dire, le constitutionnaliste qui ne connaissait pas, qui était venu lui dire pourquoi ne pas modifier, il faut modifier telle disposition pour rester longtemps au pouvoir. Et donc pour dire que le citoyen que nous sommes, ou bien encore ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne l'écriture d'une constitution ou l'écriture d'un texte juridique, va se poser beaucoup de questions. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Et je pense que ce n'est pas le président de la République qui décide de faire ce qu'il veut, mais ce sont les intellectuels autour de lui qui lui disent ce qu'il faut faire. Essayons d'aller un peu plus loin. Dans d'autres pays africains, on se rend compte que des révisions constitutionnelles, deux fois, ont conduit à des crises. Alors, quelles leçons le Tchad peut tirer de ces situations? Bon, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas un exposé de motifs. Là, en ce moment, c'est sur un plateau. On n'a pas un exposé de motifs clairs pour dire que voici, ils vont modifier ci, ils vont modifier ça. Mais au-delà de ces questions de violence et au-delà de ces manifestations, moi, je ne voudrais pas appeler les gens à manifester ni à faire du désordre. C'est une constitution, d'ailleurs, même elle prévoit qu'on la modifie, mais c'est la manière de le faire qui va donc être considérée comme bon ou mauvais. Mais à mon avis, je ne pense pas que les citoyens puissent aller faire de la violence parce qu'on est en train de modifier une constitution, que la procédure a été déjà enclenchée, que vous le voulez ou non, elle va être modifiée parce qu'il y a déjà des intellectuels
qui se sont penchés là-dessus, ils ont réfléchi comment convaincre le chef de l'État, comment convaincre l'Assemblée nationale, comment convaincre le Sénat, comment convaincre le Congrès, pour que si jamais le Congrès est réuni pour adopter. Et donc toutes ces choses-là sont déjà faites. Et moi, tout ce que je voudrais, pour moi en tant que chercheur, je vais donc puiser les éléments qui vont sortir comment on appelle ça, des exposés des motifs, et même de vote de la révision constitutionnelle, pour pouvoir donc publier mes articles et enseigner aux étudiants. Merci docteur Adamou. Monsieur Léon, on revient un peu sur le point de presse qu'a animé votre président, le président de votre formation. Il a fait mention d'autres articles qui seront certainement modifiés. Le bâtonnier a déjà touché un élément. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des preuves de ce que votre président est en train de dire? Non, c'est ce que nous attendons tous. Et si vous avez bien suivi son point de presse, il a dit, mais il préfère mettre ça dans les fake news parce que c'est pas bon à entendre. Vous voyez un peu, il a pris des précautions sémantiques dans son point de presse. Il dit qu'on entend, oui, on va supprimer l'impartialité présidentielle. On parle même d'instaurer la peine de mort. On parle même de sauter le verrou en termes de mandat présidentiel. Il paraît que on va augmenter aussi la durée du mandat des députés pour les récompenser pour cette œuvre-là, parce que en guise de remerciement, de récompense. Mais dans tout ça, le président a pris des précautions sémantiques pour dire simplement qu'avec tout ce qu'on entend là, parce qu'on n'a pas encore les motifs sur la table, on verra, on va revenir, je pense. Il faut qu'on revienne après ça. Quand on nous dira clairement qu'est-ce qu'ils veulent toucher clairement, il faut qu'on revienne. La même équipe, il faut qu'on revienne. Mais dans son point de presse, en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme politique constant, n'est-ce pas, dans sa démarche publique, il a pris des précautions sémantiques pour dire mais pour l'instant, il préfère classer ça dans la catégorie des fake news. Si ça doit vraiment arriver là, c'est clair, nous appelons à un sursaut national. Il faut que les forces vives de la nation, jeunes, femmes, tout ce monde-là se mobilise pour arrêter un peu cette dérive-là. On est en train de tout dégrader. Or, la priorité n'est pas là, c'est ce que nous répétons toujours. Il y a beaucoup à faire, il y a mieux à faire. Docteur Jacques, vous avez des éléments? J'ai des éléments. On va aller très vite, moi, parce que nous sommes en train de finir. Ce qui me chagrine un peu, c'est que le docteur pense que le président de la République ne peut pas appréhender un certain nombre de choses et que ce sont les intellectuels qui sont à côté de lui, qui réfléchissent pour lui donner. Ça, c'est Est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur? Non, je n'ai pas dit ça. La Constitution, c'est un texte juridique. Docteur Adamou, est-ce qu'on peut le laisser parler? On peut le laisser parler. Non, c'est parce que vous m'interprétez ce que je n'ai pas dit. Toutes les informations que vous donnez, Oui. je prends comme information. Parce que... Mais elle est nécessaire, docteur. En toute honnêteté, c'est comme si vous êtes d'accord sur cette révision en totalité, puisque vous connaissez même ce qui doit se faire. Et moi, je n'arrive pas à savoir que voilà, le mandat de paix va être fait, les députés vont être récompensés. Nous allons revenir sur ces plateaux. Oui, on va revenir. Oui. Mais ce que je voudrais dire, Oui. est que cette révision est salutaire pour le peuple tchadien. Parce que le fait d'amener le président de la République comme président du parti ne peut pas rabaisser, ni ne peut pas altérer sa mission de garant, sa mission de donner des grandes orientations dans ce pays, tout ça, ça ne peut pas enlever. En quoi? Mais en quoi ça rajoute? C'est ça la question. Ça rajoute quoi? Parce que... Excusez-moi de vous interrompre, mais ça rajoute quoi? Quelle est la plus-value? Oui. Comme ça ne rabaisse pas, ça rajoute quoi? C'est quoi la plus-value? La plus-value, c'est que il aura un large point de vue sur ce que font exactement le peuple tchadien qui l'ont voté. C'est pas seulement Comment ça? le parti dont vous parlez.
C'est vrai que nous sommes majoritaires. Mais actuellement, il est au-dessus de la mêlée, il est arbitre. Maintenant, quand il va avoir cette confusion-là, c'est Il fini. n'y a pas de confusion. À quel moment il peut savoir que ça, c'est les ressources du parti et à quel moment il peut savoir que ça, c'est les ressources de l'État? C'est là aussi le problème se situe. Donc, Non. Les ressources de l'État, ce n'est pas lui qui les gère. Il y a des départements ministériels. Mais il ne peut pas demander que voilà, amenez-moi les ressources du pays pour que j'utilise. Je ne pense pas. Puisque vous avez bien dit, il a prêté serment devant le peuple et il doit respecter ce serment. Je pense que peut-être c'est parce qu'il fait tard. Hein. On va tout à l'heure, aider les nerfs, je parce voulais que là, bien accorder le temps au bâtonnier de nous hein. parler un peu des avantages lorsque le président peut se mettre au-dessus de la mêlée. Mais avant d'arriver à cela, Est-ce que je peux finir? vous n'avez pas fini? Le président de la République, ses missions sont encadrées et que ce soit président du parti ou président de la République, ou les deux, il est au-dessus de la mêlée. Merci. Alors, Maître Laguerre, je veux savoir, quel est le rôle que la société civile peut jouer pour aider à l'équilibre? Alors, là, nous sommes en train de sortir déjà du oui, aussi. aujourd'hui, la société civile tchadienne, de mon point de vue, a été suffisamment affaiblie, beaucoup même, contrairement à cette société civile qu'on a vue il y a quelques années. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer cela, mais je l'ai dit, je pense qu'une fois, à quelle occasion, je ne me souviens plus, il y a comme une sorte aujourd'hui, il y a comme une sorte de... L'espace d'expression est sérieusement réduit. L'espace d'expression aujourd'hui. Vous voyez, tout ce qui peut être manifestation pacifique, etc., il faut passer par demander une autorisation et systématiquement c'est rejeté. On trouve toujours des motifs, etc. Aujourd'hui, les populations, les citoyens ont peur de s'exprimer, même si certains le font. Il y en a beaucoup qui ont peur de s'exprimer. Nous l'avons dénoncé, nous, par exemple, au barreau, récemment, pour dire qu'il faut que ça cesse ces façons d'interpeller les gens, d'arrêter les gens. Et puis, ces intimidations. Voilà, ces intimidations. Il y a des gens qui sont arrêtés, une voiture vitre fumée, passe non immatriculée, on enlève quelqu'un, c'est 2-3 jours après qu'on recherche et on se rend compte que la personne est au renseignement généraux ou à l'ANS, etc. Et ça, hors du contrôle ou de la portée des parquetiers qui sont censés contrôler toutes ces choses-là. Il y a des gens qui se retrouvent comme ça balancés, qui se retrouvent comme ça envoyés à Korotoro. Alors que, bon, si on leur reproche quelque chose, il faut déclencher des procédures normales, qui se retrouvent à Korotoro. Alors, tout ça, ça préoccupe. Donc, c'est pourquoi nous appelons toujours à la décrispation de l'espace d'expression. Okay. Parce que c'est ça qui fait vivre une démocratie. Comme ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est ça qui fait vivre un état de droit. Maintenant, moi, pour ce qui concerne, j'ai écouté Dr Jacques parler que cette révision est salutaire pour le peuple tchadien. Bon, il l'a dit plusieurs fois, hein, parce qu'il disait même que c'est des cris. Il faut répondre aux cris, aux gémissements, voilà, c'est ça le mot, merci. Pour reprendre ces termes. Ouais, comme si on ne connaît pas les vrais gémissements du peuple. On a demandé tout à l'heure quelle est la plus-value, qu'est-ce que ça apporte. Au contraire, ça dégrade plutôt. Cumul de ces fonctions-là, qu'est-ce que ça apporte? Donc, pour moi, je reste ferme là-dessus. Je dis on a mis les charrues, même si on voulait arriver à ça, on a mis la charrue avant les bœufs. Et c'est pas tard, on peut encore rectifier. Mais la violation est déjà consommée. On a mis la charrue avant les bœufs. On a induit le chef de l'État à violer son serment. Article 76, je le disais tantôt. On a fait de lui président des partis politiques, président de la République, président des partis politiques, alors que la Constitution interdit ça. Violation de l'article 77. On veut régulariser ça ex post. La régularisation ex post n'est pas possible en droit. En droit, on ne vient pas d'abord violer et puis on essaie de régulariser après. Ce qui est cœur dans tout ça, c'est le fait qu'on joue avec la Constitution. On joue avec la loi fondamentale. On fait comme si c'était de rien. Et donc, on peut prendre, manipuler, et on dit, bon, les membres du parti ont décidé, et, comme je l'ai dit, ne parlons pas de révision technique. Tout ce qu'on est en train d'envisager là, ce n'est nullement une révision technique. C'est une révision substantielle de la Constitution. En termes juridiques. Voilà, une révision substantielle de la Constitution, ce n'est pas une révision technique. J'ai donné tout à l'heure les éléments d'une révision technique, on n'en est pas là. Les problèmes des Tchadiens, les gémissements des Tchadiens sont connus. Hein, donc il faut pas qu'on embrouille, les gens. Merci. Et on sait que cette loi, toutes ces initiatives là vont passer. Vous savez,
Sous l'ancienne législature encore, je pense que l'opposition était encore un peu mieux représentée que l'actuelle. Mais il y a des lois comme le code, sur le code pastoral, là, qui était passé. Hein. Alors que ce code contient des énormités, mais l'Assemblée l'avait adopté. Heureusement, le défunt président, le chef de l'État, avait vu le danger et avait interpellé. Et le Conseil constitutionnel également. Voilà. Alors que ça contenait tous les dangers, mais l'Assemblée nationale l'avait adopté à l'époque. Imaginez si ça a été promulgué. Bon, donc, comme d'habitude, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc, on ramène pas tout à la dimension des partis politiques. Avant de permettre à Dr Jacques de pouvoir donner un élément, il y a aussi un peu les téléspectateurs qui ont écrit un élément, je voudrais vous le lire, mais je donne d'abord la parole à Adamou pour savoir simplement. Adamou, vous êtes enseignant, vous êtes aussi un jeune. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que la jeunesse peut apprendre de cette situation? Alors, la jeunesse peut apprendre plusieurs choses à la fois. D'abord, comment est-ce que, à partir de ce débat, comment est-ce qu'une constitution peut être appréhendée? Comment est-ce que l'on peut la considérer comme un domaine sacré, fondamental, un texte fondamental qui est au-dessus de toutes les autres, tous les autres textes de la République. Et pour cette raison, on doit la respecter. On ne doit pas la modifier n'importe comment, n'importe quand. C'est pour cette raison que je disais que ce sont les intellectuels qui sont autour du chef de l'État. Vous revenez encore sur ça? Oui, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est important. Ouais. Parce que la loi dit que la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à l'Assemblée. Et sinon, pourquoi le président de la République lui-même n'a pas demandé par un projet de loi? C'est pour cette raison que je disais que ce sont ceux qui sont autour de lui qui ont cette possibilité de le faire. Donc, ce n'est pas dire que le président ne sait absolument rien de cela. Alors, et deuxième chose, vous avez dit, vous m'avez posé la question, j'ai dit qu'il y a deux choses. Oui. La deuxième chose, c'est que on doit apprendre que dans une république, il y a le mécanisme de la loi qui contraint la loi elle-même de ne pas être utilisée n'importe comment, à l'emporte-pièce. Les institutions de la République que sont l'Assemblée nationale, le Sénat, ce sont des institutions qui sont chargées, qui sont même d'ailleurs les garantes, d'une part, du respect de la Constitution et de son application. De ce point de vue, lorsqu'il y a possibilité, nécessité de réviser la Constitution, on le fait. Moi, je parle en tant qu'intellectuel, je parle sans parti pris. On doit donc savoir en quoi cela est-il important, en quoi y a-t-il une urgence, en quoi la modification peut apporter une plus-value, en quoi la non-révision peut ne pas empêcher le fonctionnement de l'État. Donc, si les jeunes, les étudiants qui nous écoutent, ils vont se poser la question, quelle est donc la pertinence de la modification de la Constitution? Tout de suite, nous n'allons pas dire qu'elle n'est pas pertinente ou qu'elle ne l'est pas, parce qu'il nous faut l'exposé des motifs pour pouvoir comprendre le fond de la chose, afin, là, nous sommes dans un préalable. Et donc, en tant que chercheur, je pense que à partir de ces débats et à partir de ce qui va se passer demain, les étudiants sauront que dans une république, il y a la loi, il y a les pratiques politiques. D'ailleurs, que le droit est là et les pratiques politiques peuvent soit participer à l'évolution du droit dans son sens sacralisation, ou soit à pouvoir le pourfonder pour pouvoir donc asseoir une... Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et j'ai bien aimé que vous faites cette lecture-là pour leur permettre aussi de bien nous suivre. Docteur Jacques, je voudrais simplement, sur la base de ce que Maître Laguerre a dit tout à l'heure, ce projet va passer, mais il y a des gens qui laissent entendre sur les réseaux sociaux que vous avez mentionné aussi que vous avez un nombre important au niveau de l'Assemblée, donc on suppose que ça va passer. Bon, en réalité, avant de répondre à cette question, je voudrais dire, parce que on va aller vite. Le bâtonnier revient constamment sur les centres de santé, les gens ont besoin de la santé, les gens ont besoin de ça fait partie des 12 chantiers. Ce qui est sûr, n'est-ce pas, aujourd'hui, quand vous prenez le Tchad, le nombre de centres de santé, est-ce qu'il faut les compter? Le nombre des universités, le nombre des... Il ne faut plus en rajouter. Hein. Le nombre des routes.
Ça au moins il faut reconnaître. Mais dire qu'aujourd'hui la population a besoin des routes, c'est vrai que c'est insuffisant, tout simplement parce que la République du Tchad a 1 284 000 km². Le pays est grand. Le pays est grand. Mais dire qu'il n'y a rien et que le pays a besoin des centres de santé, le pays a besoin des universités, ça c'est des allégations qui sont sans fondement. Ça, c'est des allégations qui sont sans fondement. Bon, mais en réalité, l'Assemblée aujourd'hui, c'est pour ça que je suis le président du groupe parlementaire de la majorité. Oui. Donc, nous avions d'abord les députés du MPS, il y a des députés des partis alliés qui sont là avec nous, il y a les députés des partis amis. Donc, le vote au niveau de l'Assemblée nationale, ça dépendra maintenant du rapport que la commission spéciale qui est mise en place va présenter. Donc on ne peut pas tout simplement présager que oui, tout va passer, oui, tout va faire ceci. Non. Que ce soit le MPS est là pour le peuple. Les partis alliés sont là pour le peuple. Les partis amis sont là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour voter les lois parce qu'il faut voter. Ça, soyez très très rassurés. Et les partis d'opposition sont là pour qui? Une proposition de loi qui va arriver. Si, ou bien un projet de loi, si ça ne répond pas aux aspirations du peuple tchadien, le parti majoritaire n'est pas là comme un passoire où tous les projets de loi doivent venir passer. Non. On étudie minutieusement et c'est le rapport, c'est la conclusion du rapport que la commission va présenter qui va nous motiver à voter ou pas. Mais dire que ça va passer, vous êtes tellement convaincus que c'est comme si... Non, en fait, docteur, certains qui avaient pris part à cette séance-là, à cette plénière, ont fini par dire que docteur Jacques a confirmé à la fin que d'ailleurs nous sommes 140 quelques. Donc ça suppose que vous le vouliez ou pas. Ça va passer. Personne n'a dit ça. Que vous le vouliez ou pas, la personne ne l'a dit. D'accord. Mais l'effet majoritaire à l'Assemblée nationale... Pour terminer, nous tendons vers la fin. Je vais simplement poser la question à M. Léon en guise de conclusion. Qu'est-ce que je voudrais poser cette question? Quelles sont les alternatives que vous pouvez proposer à la majorité? Et puis dire votre dernier mot, s'il vous plaît. Je préfère commencer avec vous. Par rapport au projet en cours, les alternatives. Oui, tout à fait. Non, c'est simple. Comme je disais au début, je ne veux pas être très long parce qu'on a tourné en rond sur... Il n'y a aucune substance. C'est pas, on a perdu du temps pour rien. Véritable alternative, c'est clair. Si vous avez l'intention de toucher à la Constitution, reprenons le référendum. Terminé. C'est tout ce que les partis qui ont fait des notes pour dire non à la Constitution. Simplement. Pour respecter l'esprit et les résolutions du DENIS, la Constitution telle que ça a été présenté et adopté, d'accord, ou bien voté, n'a pas respecté les dispositions de l'esprit, n'est-ce pas, de ce dialogue-là. Si on veut rattraper les tirs, parce que les élections ont déjà eu lieu, le chef de l'État est élu pour 5 ans, si on veut rectifier les tirs et être en phase avec les attentes du peuple tchadien, parce que ce référendum, rappelons-le, a été boycotté. D'accord? Donc, si on veut se rattraper, être en phase avec les aspirations du peuple tchadien, il faut simplement reprendre le référendum dans l'esprit de résolution du dialogue, mettre sur la table 2 projets de constitution et laisser les Tchadiens voter. Ça, c'est la proposition de RNDT. De manière claire. Okay. Nous sommes un parti républicain, démocrate. Nous n'appelons jamais à la violence. Notre mot, c'est demander à nos amis d'en face d'écouter le peuple. Ce n'est pas le moment de toucher à quoi que ce soit. Il y a mieux que ça à faire. Voilà qui le dit tout à l'heure ici. Il dit, mais il y a déjà beaucoup de routes, beaucoup d'hôpitaux. On fait quoi encore? Ça confirme ce que les gens disent dans la rue. On parle de 12 chantiers
Sans action. Sans action, S-A-N-S. 12 chantiers sans action. Parce qu'il dit qu'il y a déjà suffisamment de routes. Pour eux, c'est le 1-0-0. Mais tel qu'il explique là, c'est le S-A-N-S. D'accord. Docteur Jacques, permettez que vous puissiez dire peut-être en 2-3 mots un élément, peut-être sur ce qu'il a dit, mais votre mot de fin. Non, ce qu'il a dit, bon, comme RNDT le réveil, ne veut pas construire le pays, il dit toujours des contre-vérités. Parce que je n'ai pas dit qu'il y en a assez et que c'est pas la peine. Ok. Je peux remettre l'élément. On va le resuivre. On va resuivre ça. Faites le replay. Il y a des universités. Suffisamment. Il y a des centres de santé. Dire qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. C'est le pays qui est trop grand et on est en train d'acheminer progressivement. Et le programme du président de la République est prévu pour poursuivre ce qu'il a déjà fait. Le budget de la révision de la Constitution peut construire combien d'écoles? Budget, vous connaissez? Mais il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. On ne va pas ouvrir le débat ici encore pour la question de budget. Je vais oui, je voulais répondre à quelque chose quand il parle de référendum sur deux États. Non, ça c'est le débat est dépassé. C'est pas possible. Le débat là, ça c'est dépassé. On a eu une nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum et qui est en train d'être exécutée et qu'il fallait corriger certaines imperfections justes. Une constitution qui reste provisoire. Alors, parce qu'on va toujours la modifier. J'ai une dernière question à lui poser avant de partir. Combien de modifications aurons-nous avant la fin du mandat? On n'est pas là pour ici c'est moi qui pose la question. Ah, d'accord, ok. Laissez-moi dans mon rôle. D'accord. Laissez-moi dans mon rôle. De savoir combien on doit le faire, puisque le RNDT, le réveil, va peut-être nous proposer. Vous avez le droit d'amendement. Hein. Alors, vous êtes au gouvernement, non? Alors, maintenant, là, Dr Jacques, maintenant nous sommes au gouvernement. Depuis quand Monsieur Adamou, nous ne sommes pas au gouvernement, monsieur Dr Jacques. Vous, en tant que chercheur et surtout enseignant, quel est le conseil que vous pouvez peut-être donner comme un dernier mot? Parce que nous avons débordé déjà de l'heure. Il y a assez de contributions à faire encore, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus vite pour un peu orienter? Ok, merci. Ce que moi je pourrais dire, c'est dire que la Constitution, c'est un texte fondamental qui a besoin d'une stabilité. Qui a besoin d'une stabilité parce que si on doit à tout moment le modifier pour une petite raison ou une autre, je pense que on va continuer à aller dans ce sens-là. Et finalement, les étudiants ou encore les jeunes, les cadres qui vont venir vont comprendre que le droit est une chose et sa pratique en est une autre. Alors donc, je pense que jusqu'à preuve du contraire, de voir l'exposé des motifs avec une motivation substantielle et qui donne raison fondamentale de modifier la Constitution, je dis donc que la Constitution n'est pas une chose avec laquelle on doit jouer, parce que c'est à partir d'elle que découle le sens de l'État et c'est à partir d'elle que découle même l'éthique de la gouvernance. Alors, je donnerai la parole à Maître Laguerre en guise de conclusion et d'orientation, parce que vous avez donné assez d'éléments et je pense que Dr Jacques a aussi pris note. Alors, en guise de conclusion ou bien de mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire pour orienter? Merci. Je vais très rapidement d'abord à la suite de ce que le docteur Adamou a dit. Oui. La Constitution n'est pas une chose avec laquelle on doit s'amuser. Et comme quelqu'un le disait, un texte comme la Constitution, on doit la toucher avec des mains tremblantes. On ne doit pas jouer avec ça. Malheureusement, c'est devenu d'une banalité pas possible chez nous. Alors, nombre de centres de santé, nombre d'universités, nombre de routes, qu'est-ce qu'on en veut encore? Mais non, le mot encore. C'est nombre. Non, ça c'est ma phrase, ça c'est mon mot. Qu'est-ce qu'on en... Mais ces nombres-là, je ne sais pas de quel nombre il s'agit. Et puis en plus, c'est pas seulement la quantité, mais il faut aussi la qualité. Aujourd'hui, où tout le monde s'accorde à dire que notre système éducatif bat de l'aile, notre justice a des problèmes, notre justice est malade, les problèmes d'égalité des citoyens, de respect des droits humains,
le népotisme, le clanisme, tout ce qui est communautarisme, etc., qui se développe, la corruption, etc., tout le monde crie et on pense que le pays va bien. Donc moi je pense ce que je vais recommander, c'est surtout de ne pas ramener le chef de l'État à la dimension d'un parti politique. Il a été élu, contesté, pas contesté pour les uns pour les autres. Il est en train d'exercer le mandat, qu'on le laisse à sa place en tant que chef de l'État, président de la République pour tous les Tchadiens, et non le ramener à la dimension des partis politiques. Jusque-là, oui. Je sors de ce débat avec la grande soif. Ma soif n'a pas été étanchée parce qu'on dit que c'est une révision salutaire pour le peuple tchadien. On dit que c'est suite au gémissement des populations. On dit que c'est d'une grande urgence et d'une grande nécessité, mais rien, absolument rien n'a été démontré ici, n'a été dit ici, justifiant cette révision qui serait salutaire, justifiant que c'est des gémissements des populations. Je l'ai dit, les gémissements des populations sont ailleurs et tout le monde le sait. Donc, ne jouons pas avec la Constitution et ayons cette conscience du respect de nos textes. Ayons cette conscience du respect de nos textes et conseillons utilement les gouvernants, surtout le chef de l'État, parce que à force de l'induire en erreur, à force de lui donner des mauvais conseils, à force d'applaudir et de dire « Ah, c'est le chef suprême, c'est ce qu'il veut entendre qu'on doit lui dire, etc. » Je pense qu'on va l'induire à ne pas bien gouverner. Il faut la bonne gouvernance, et cette bonne gouvernance doit être impulsée, non seulement par tous les acteurs, mais aussi et surtout par le parti qui l'a amené au pouvoir et qui, aujourd'hui, à tout vent, veut dire c'est le parti qui a décidé, comme Dr Jacques l'a dit, le parti a décidé ainsi. Non, il est le chef de l'État, il reste le président de la République pour tout le monde. Respectons nos textes, c'est le respect de la loi qu'on s'est prescrite est liberté, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau. Merci Maître Laguerre, merci d'avoir participé à ce débat et merci aussi pour vos contributions très riches. Je voudrais aussi, Maître Dr Jacques, vous remercier pour avoir accepté d'échanger avec nous. Vous avez déjà tout à l'heure partagé, ou bien vous voulez dire un dernier mot? Je vous permets en une minute, s'il vous plaît. En 0 secondes même. Oui. Tout ce que vous venez de raconter, c'est des choses qui ne sont pas exactes, pour la simple raison. On ne va pas retourner dans le débat, s'il vous plaît. Non, je voudrais tout simplement que les uns et les autres acceptent le progrès substantiel que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le pays est sorti des difficultés et nous sommes en train de mettre en œuvre le programme du chef de l'État et dans les très bonnes conditions. Il ne sert à rien de grossir des difficultés pour faire montrer au peuple que la victoire du président de la République est biaisée, ou bien ceci, ou bien cela. Non, le pays est sur une très bonne pente. Le pays est sur une très bonne pente, c'est ce que... Une pente, hein, c'est bien. Je voudrais aussi... Ça, retenez. Le pays est sur une très bonne pente. Je pense qu'on a bien compris. Merci. Merci pour la franchise. On a débordé déjà le temps, mais merci, vous êtes encore resté. Docteur Adamou, merci beaucoup pour votre participation et vos riches contributions. Monsieur Léon, merci aussi d'avoir été des nôtres ce soir. Mesdames et messieurs, la réforme constitutionnelle apparaît comme une chance de renforcer les institutions et de répondre aux aspirations démocratiques pour certains, mais aussi comme une source d'inquiétude liée au pouvoir, à l'inclusion politique et aux libertés pour d'autres. L'avenir de la Ve République reposera alors sur la volonté des dirigeants, la vigilance des citoyens et l'engagement de la jeunesse pour transformer les promesses de stabilité en développement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonsoir.